Voilà, c'est parti pour le ZCL de cette semaine, semaine qui sont un petit peu courtes puisqu'on va se retrouver aujourd'hui 32 mai 31, mercredi, jeudi, on fera un petit peu relâche et on va se retrouver vendredi. Donc, bonne semaine à vous, merci d'être avec nous. Bonjour Mandy, bonjour Kessa. Bonjour. Voilà, et puis aujourd'hui, on va recevoir tout à l'heure Claude Barfleur. Claude Barfleur, nous l'avions dit la semaine dernière, il devait venir après avoir invité le maire de Pointe-à-Pitre puisqu'il est l'un des opposants à la politique municipale actuelle de la ville de Pointe-à-Pitre. Nous aurons l'occasion de revenir avec lui sur la CRC, mais aussi sur d'autres événements. Je rappelle que nous sommes en direct de RHT, mais nous sommes aussi en direct de C10 FM sur le 103 et que nous allons recevoir normalement plus tard M. Fred Reynaud ou quelqu'un de ce colloque, un colloque qui se fera dans 2 jours, qui commencera demain et qui durera 2 jours à Bimao sur l'après, on peut dire ça comme ça, l'après-esclavage, quelles sont les conséquences un petit peu de l'esclavage aujourd'hui. C'est la mairie de Bimao qui a organisé ce colloque important avec une série d'universitaires de haut niveau. Nous aurons l'occasion d'en parler. Et puis à la fin du ZCL, bien évidemment, Muriel Jean-Jacques, notre chroniqueuse, coach de la réussite, sera avec nous. Voilà, pour commencer, on va d'abord dérouler les titres et c'est qui ça? Samedi, au World Trade Center à Jarry-Bemao, le séminaire sur la problématique de l'eau a eu le mérite de mettre les choses à plat. Les réponses qui ont été apportées ne plairont pas à tout le monde, mais toutefois, elles auront le mérite d'être franches. On continue avec la journée mondiale de l'AVC, c'était ce dimanche, et pour l'occasion, la veille, le service neurologie du CHU de Pointe-à-Pitre avait un stand situé au sein du centre commercial de Destrélan. Et enfin, nous partirons pour le run départ arrêté moto qui s'est déroulé hier entre Petit-Bourg et Goyave, un événement régulier qui, une nouvelle fois, a rassemblé une foule de personnes. Merci donc Keïssa, et puis on va se retrouver tout à l'heure avec vous et avec Mandy pour dérouler le journal, mais pour l'heure on va interroger M. Claude Barfleur. Claude Barfleur, c'est l'un des représentants de l'opposition à la mairie de Pointe-à-Pitre, mairie qui connaît quelques difficultés en ce moment, puisque vous savez qu'il y a quelques jours, la Chambre régionale des comptes a sorti un rapport assez exclusif, disant que la mairie, la gestion municipale était déficitaire de 56 millions. Nous avons reçu vendredi dernier Jacques Bangou, le maire de Pointe-à-Pitre, qui nous a dit au contraire qu'il pensait qu'il y avait eu peut-être un peu d'exagération puisqu'il a réduit le chiffre à 34 millions, ce qui est quand même important. Alors, Claude Barfleur, vous êtes dans l'opposition, vous êtes l'un des leaders de cette opposition, il y en a plusieurs personnes, mais vous êtes on ne va pas dire le porte-parole de cette opposition, mais vous êtes quand même l'un des plus actifs, on peut le dire en ce moment, sur le plan médiatique et politique. Quand ce rapport est sorti, quelle a été votre première réaction ? Déjà, bonjour M. Zantounise, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Ma réaction fut, je n'étais pas étonné, puisqu'on connaissait comment suit de près la politique à Pointe-à-Pitre, on le savait. Depuis l'année dernière, on vous rappelle qu'il y avait 22 millions, et que quand le rapport de 2016 est sorti, il y avait déjà 2017 qui avait commencé, donc on savait que les choses allaient de mal en pis, donc il fallait réagir. Donc à titre personnel et pour les pointoirs, je dirais que c'est un déchirement de voir l'état de notre ville et le manque de perspective que cela emmène. C'est-à-dire que c'est fait, c'est un déficit, mais qui est abyssal, qui est colossal. C'est énorme pour, je dirais, maintenant une petite ville comme Pointe-à-Pitre. Nous sommes à 15 000 habitants. Donc maintenant, il faut penser à l'avenir. Oui, mais alors, sur les causes de ce déficit, c'est une mauvaise gestion ou bien c'est un héritage, j'ai envie de dire, familial, c'est-à-dire que certaines personnes disent que depuis 30 ans, la mairie de Pointe-à-Pitre a toujours été mal gérée. Alors, il y a 2 choses. Avant de répondre à votre question, je ferai un point quand même sur l'attitude du maire actuel. Je dis simplement que les aveugles ne vont pas au jeu. C'est-à-dire que quand on prend une responsabilité, il faut savoir de quoi il en découle. On ne peut pas remettre en cause la CRC qui est, je dirais, le gendarme de la comptabilité publique. C'est important, il faut rappeler ça à la population. Ce sont les mêmes règles comptables pour tout le monde, pour toutes les collectivités, même l'État est contrôlé par la CRC, qui est l'organisme au-dessus. Donc ça, on peut pas remettre ça en jeu.
ce n'est pas sérieux. Vous faites là un petit peu référence au communiqué de presse. Voilà, c'est ça. Sorti, Et je rappelle que c'est la première fois que cela se passe en Guadeloupe. Donc, ça veut dire que l'heure est grave. Donc, la CRC ne peut pas être traitée d'incompétence. C'est pas sérieux. Donc, quand on assume une gestion, il faut assumer les conséquences. Donc, globalement, les raisons de ce déficit, vous l'avez dit, c'est une politique, puisque pour 2016, la CRC était remontée à 89. Hein. Oui. Donc c'est une gestion qui est décennale, qui est remise en cause. C'est un héritage, c'est un principe, et je dirais c'est un système qui prend fin avec ce rapport. Puisque, on peut faire un reproche aussi à l'État de ne pas saisir assez souvent la CRC, puisque ce sont des choses qui courent depuis des années. Donc c'est un héritage, c'est un système qui s'arrête. Le principe, c'est que Pointe-à-Pitre, nous avons de moins en moins de personnes. L'État est de plus en plus contraint. Moins de personnes, moins d'habitants. D'habitants. M. Mangou dit le contraire. Il dit qu'il attend environ 3000 nouveaux habitants, des gens qui ont été dispersés, qui reviendront. Non, mais je crois que M. Mangou, je comprends un peu, c'est un peu déroutant ce déficit, donc il se mélange les pinceaux. Mais je rappelle qu'autour des années 80, nous étions à 28 000 habitants. Aujourd'hui, nous sommes à 15 000. Alors, il faudrait qu'il m'explique. C'est toujours la même chose. Hein. Les chiffres ne mentent pas. La comptabilité, c'est une science exacte. Donc M. Mangou se trompe, il ne veut pas admettre que nous sommes... Il y a près de 13 000.3 qui ont disparu de la circulation. En 30 ans, bien sûr, M. Zandonis. Et pourquoi ils sont partis de votre Parce que c'est une ville qui n'a pas su réagir, je dirais, aux nouvelles donnes, à l'arrivée des centres commerciaux, à la transformation, le fait que le port ne soit plus à Pointe-à-Pitre, qu'il est basculé à Jarry. Donc il fallait qu'en face, que la municipalité qui gère, je parle là maintenant du père Mangou, ensuite le fils, mette en place une politique réactive pour contrecarrer ces changements qui arrivent un peu partout dans beaucoup de villes. Donc l'équipe municipale n'a pas su réagir. Donc c'est une ville qui est devenue de moins en moins attrayante, de plus en plus sale et de plus en plus insécuritaire. C'est pour ça que les points 3 sont partis. Autre aspect très important, c'est la fiscalité aussi. Oui. C'est-à-dire c'est une fiscalité, je dirais, qui est assourdissante, qui enterre les gens. Il n'y a que 20%, très lourde. Il y a que 20%. La moyenne, c'est quoi à peu près pour un foyer fiscal point 3? Par exemple, en taxe foncière, quand vous avez un appartement à Pointe-à-Pitre, c'est 3 000 € l'année. C'est énorme. Et souvent, il y a beaucoup de propriétaires au centre-ville. Donc, quand vous avez un bâtiment, c'est 12 000 €. C'est entre 12 000 et 20 000 €. Vous voyez que c'est pour ça qu'on se retrouve aussi en face de beaucoup de dents creuses. Les gens n'ont plus les moyens d'entretenir leurs biens et ils s'en vont. Donc c'est pour ça. Et donc l'équipe en place n'a pas su réagir. Elle a su mettre en place qu'une politique, je dirais, électoraliste. Elle s'est occupée que des faubourgs, ne s'est pas occupée du centre-ville, ne s'est pas occupée du quartier de l'usine Mathieu, de Carénage, un quartier qui est en rénovation depuis 20 ans et qui finalement qui n'a jamais abouti. Donc c'est un échec, je dirais pas tant. Alors ça c'est l'aspect critique, bien évidemment c'est votre rôle dans l'opposition. Mais alors imaginez un instant, puisque je vous l'ai entendu dire sur notre média, quand vous étiez maire, qu'est-ce que vous auriez préconisé tout de suite pour redresser la barre? Alors je crois qu'il y a 3-4 choses qui sont importantes pour qu'une ville ait envie, puisse donner envie le fait de revenir. La sécurité, ça c'est important, il faut une vraie police municipale. Il faut une vraie police municipale, il faut une police 24 heures sur 24, puisque ça coûte cher quand même. Comment? Ça coûte cher. Mais c'est un choix. Oui. Quand on fait de la politique, c'est des choix et pour revenir au déficit. Le problème, c'est pas le fait que Pointe-à-Pitre ait un déficit, mais c'est pourquoi faire. Parce que si on a un déficit en investissement, c'est positif, mais là, nous avons un déficit en fonctionnement. Donc, vous voyez, c'est ça, ce sont des choix. On peut faire un choix d'être en déficit, mais si on sait qu'à court ou moyen terme, que ça va rapporter, c'est pas le choix. Nous sommes à 56 millions et on ne comprend pas pourquoi et il n'y a pas de changement. Donc, je vous disais, sécurité, propreté, ça c'est important. Un lissage de la fiscalité pour qu'on puisse faire revenir des entrepreneurs privés. Souvent, on peut négocier des partenariats privé-public, en PPP. On peut faire aussi de la DSP. Donc, il y a des choix. Il faut reprendre possession aussi des zones de commerce, telles que la place de la Victoire, telles que les quais. Vous voyez? Il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard. Parce que beaucoup de choses sont parties à Jarry. Pas grave. C'est-à-dire que nous allons faire revenir les meilleurs parce que nous allons créer des conditions pour que les entrepreneurs puissent revenir à Pointe-à-Pitre. Un exemple. Pointe-à-Pitre, depuis 30 ans, je dirais que ce sont des loupés, des manquements par rapport à l'économie et à l'histoire. Si on prend le quartier de Carénage, vous voyez en ce moment à côté du Malat, il y a des logements sociaux. En ce moment, nous sommes en train de refaire le collège de Kermadec. Ce collège, au lieu de dépenser autant pour refaire au même endroit,
et qui nous ramène rien en fiscalité, ce collège-là, on aurait pu le déplacer et laisser cette zone-là pour une zone d'habitation supérieure et de commerce. Vous voyez, ce sont que des loupés. On va construire un hôtel 4 étoiles, mais les gens qui vont venir dans cet hôtel 4 étoiles, ils vont passer par où? Par le ciel, par la mer pour y accéder, puisque le quartier n'a pas été rénové. Vous voyez? Une rénovation théoriquement. Mais cela fait longtemps. C'est-à-dire que l'hôtel va voir le jour d'ici 2 ans, à ce que j'ai compris, puisque moi-même j'ai voté pour, puisque c'est pas une mauvaise idée, mais il fallait penser à refaire l'arrière-pays. C'est ça que je ne comprends pas dans la politique, enfin, dans la non-politique économique de l'équipe en place. Une question qui est ça? Oui, mais nous parlons de carénage, mais revenons aussi un peu plus au centre, c'est-à-dire la place de la Victoire. Prenons l'exemple du parc de la place de la Victoire. Excusez-moi, puisque je trouve que quand même c'est une place qui a beaucoup de potentiel, ou qui a énormément à faire sur cette place, mais excusez-moi d'employer le mot insalubre, que je trouve insalubre, et un parc que je trouve impraticable pour nos enfants. Alors, moi, je suis tout à fait de votre avis, et ce qui me blesse, puisque je suis point 3, vous parlez pas en bien de ma ville, mais je comprends ce que vous dites. Mais c'est ça, je veux dire qu'il y a des lieux symboliques, il faut reprendre possession de ces lieux-là. Place de la Victoire, les quais, les 3 axes d'entrée de Pointe-à-Pitre. Et je pense que nous avons un problème de management au niveau de nos équipes. Nous dépensons depuis 2 ans 3 millions d'euros par an pour payer des entreprises à nettoyer notre ville. Oui. Et cela est mal fait. Tandis qu'en face, nous avons du personnel compétent qui ne travaille pas. Il faut m'expliquer. Alors tout cela participe aussi au déficit de la ville, puisque nous avons externalisé ces services, le service n'est pas mieux, et nous avons des hommes au sein de l'équipe municipale qui ne demandent qu'à travailler. Alors je ne comprends pas. Mais moi, quand je dis que je ne comprends pas, je comprends qu'on mélange le travail et une politique électoraliste. Il y a un lien de cause à effet. Vous seriez pour redresser les choses, d'augmenter la fiscalité, parce que en général, la CRC, quand elle fait des recommandations, elle demande toujours de presser un petit peu plus sur le citoyen. Alors dans l'idée, c'est ça, c'est facile, c'est la solution facile. Je peux comprendre que le maire puisse hésiter. Moi aussi, j'aurais hésité. Je pense que c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut simplement créer une politique pour faire venir les gens, pour qu'il y ait plus de personnes qui payent l'impôt. Oui. Au lieu d'augmenter le nombre de personnes en capacité de payer l'impôt. Oui. Et alors, il faut dire aussi qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités par rapport à Pointe-à-Pitre. On ne peut pas imaginer la France sans Paris. Donc, à mon sens, on ne peut pas imaginer la Guadeloupe sans Pointe-à-Pitre. Donc, la cause est nationale. Arriver au pouvoir, je ne vais pas compter simplement sur le département et la région, c'est pas possible. C'est une cause nationale. Il faut faire un plan Marshall. L'État aujourd'hui. Non, mais l'État a joué le jeu avec Bordeaux, avec Lyon, avec Lille. Il n'y a pas de raison que la capitale, la Guadeloupe, que l'État ne puisse pas jouer. Capitale économique. Économique. Oui. Tout à fait. Ne puisse pas jouer le jeu. Rien que, par exemple, on pense souvent. On a essayé des zones franches, mais c'était des zones franches partielles. Donc on pense à une zone franche globale. Moi, je ne dis même pas globale, totale. Vous voyez, mais on ne peut pas faire autrement. Pour ramener des investisseurs, et nous avons un bijou, nous avons une baie qui est extraordinaire. Il faut s'ouvrir sur la mer, il faut vraiment mettre une police efficace pour la sécurité, et il faut nettoyer cette ville. Ça a un coût tout ça. Mais c'est un investissement qui nous coûtera au début, mais qui va nous ramener du monde et qui va nous ramener des investisseurs. C'est ça que la municipalité en place ne comprend pas. Alors, sur la question, Kesha, vous avez une question? Oui, mais ne serait-ce que pour donner envie aux gens de migrer vers Pointe-à-Pitre. Parce que j'ai envie de vous dire, le but quand on migre d'un endroit à un autre, c'est quand même de trouver un certain confort. Donc, le travail, mais aussi parce qu'il faut penser aux familles. Et effectivement, comme je vous le disais, sur le plan rénovation, sur le plan urbanisation de Pointe-à-Pitre, excusez-moi, mais il y a quand même un travail massif à faire. Et surtout un travail de sécurité, puisque sur ces dernières années, il y a eu énormément, qu'on se le dise, c'est quand même une vérité, il y a eu énormément de problèmes, énormément de braquages et énormément d'histoires sur cette ville de Pointe-à-Pitre. Donc effectivement, quand on entend ça, on n'a pas forcément envie, ne serait-ce que de voir la ville, on n'a déjà pas envie de venir, et ne serait-ce qu'entendre ce qui se passe dans cette ville, on n'a d'autant pas plus envie de... mais c'est pour ça que je dis, il faut commencer par une politique de sécurité qui est forte. Symboliquement, il faut marquer le pas. On doit avoir des policiers 24 heures sur 24 à Pointe-à-Pitre. Il faut que la ville soit propre. Ce sont les 2 premiers éléments. Et il faut repenser aussi l'aménagement, le plan de circulation de Pointe-à-Pitre. Mais nous avons des infrastructures à Pointe-à-Pitre qui sont de haute tenue, de haute qualité. Qui ont un gros potentiel. Il y a un potentiel. Vous voyez, c'est un bijou qui a été abîmé. Maintenant, il suffit de
de le mettre dans des mains expertes, et cela va repartir. Alors ça ne repartira pas en 1 année, 2 ans, mais au bout de 5, 6 ans, 10 ans, Pointe-à-Pitre redeviendra le phare de la Guadeloupe. Quand vous avez au prochain conseil municipal, quelles sont les propositions que vous ferez à la municipalité pour essayer de sauver l'immeuble, entre guillemets? Alors, bon, c'est bien de faire des propositions qui sont en place, mais souvent les propositions restent les lettres mortes, ou bien le maire reste sourd. Il faudrait déjà mettre en place ce que la CAC a recommandé. Évidemment, la partie impôt, je ne suis pas d'accord, puisque ça me paraît, parce que ceux qui paient déjà l'impôt à Pointe-à-Pitre, ils sont écrasés, mais les autres, par exemple un comité de pilotage, de suivi, nous avons un problème de recouvrement à Pointe-à-Pitre. Il y a beaucoup de gens qui nous doivent de l'argent, on n'encaisse pas. Donc il y a, je dirais, une politique politicienne derrière ça, parce que est-ce que ce ne sont pas les amis de l'équipe en place? Vous voyez, ça fait des millions à long terme. Il y a beaucoup de choses qu'on ne recouvre pas. Il faut revoir les procédures d'appel d'offres, parce qu'il y a des appels d'offres qu'on a passés qui sont excessifs. Et tout ça, ce sont des éléments. Vous avez des exemples? Bon, à mon sens, il y a des gens qui gèrent la lumière à Pointe-à-Pitre. Bon, vous avez des quartiers dans la noirceur. On ne comprend pas pourquoi un PPP a été passé pour la gestion de la lumière. C'est une ineptie. Alors souvent, le maire nous parle aussi maintenant comme si Cap Excellence allait tout relancer. Cap Excellence a les moyens, c'est clair, mais ils n'ont pas les idées. Quand vous pensez que la première bonne idée qu'ils ont, c'est de construire un tramway qui va coûter plus de 600 millions. Mais c'est une imbécilité. C'est une imbécilité. Alors, il y a des gens qui disent qu'on ne peut plus circuler en Guadeloupe. Comment? On ne peut plus circuler en Guadeloupe. C'est des bêtises. Par Pointe-à-Pitre, on circule, on n'a pas de problème. C'est pas vrai. On peut stationner à Pointe-à-Pitre, Claude Barfleur, sincèrement. Mais maintenant, oui, puisqu'il n'y a personne. C'est ça le problème. Mais maintenant, tout le monde. Il y a 20 ans, on ne pouvait pas stationner à Pointe-à-Pitre, mais maintenant on peut stationner. Il y a des parkings, il faut créer des parkings. Les entrées de Pointe-à-Pitre, il y en a. On peut stationner à Pointe-à-Pitre. On n'a pas ce problème. Le problème de Pointe-à-Pitre, c'est l'activité, mais ce n'est pas un tramway. Parce que pour construire ce tramway-là, il faudra 5 ans. Il faudra démonter la ville. Les gens ne viendront pas. Et ce n'est pas, en déplaçant des centaines de personnes. Pointe-à-Pitre, c'est un tramway pour l'agglo. Pour l'agglo, mais on commence par la liaison Abîme-Pointe-à-Pitre. Mais c'est une IEPSI. Alors qu'il y a, je dirais, un transport en TCSP, c'est possible, mais un truc beaucoup plus modeste. Vous avez vu ce que la Martinique a donné? Ils ont commencé par un tramway, maintenant ils ont un trolleybus qui n'a toujours pas démarré. Il faut arrêter ces idioties. Autre exemple qui est bête, par exemple la Renaissance, un bâtiment énorme, qui a une grande histoire. Là, on va faire encore un centre culturel. À Pointe-à-Pitre, il y a déjà Sony, il y a déjà le Centre des Arts, il y a Georges Carrel. Le Centre des Arts, non? Il n'existe pas. Non, mais il va avoir le jour. Je pense que ça ira cette fois-ci. C'était long. C'est bien parti cette fois-ci. C'est bien parti. C'était long en principe pour 2019, c'est bon. Vous voyez tout ça de bâtiments culturels qu'on a déjà. On veut créer un nouveau à la Renaissance. C'est un manque d'idées. Qu'est-ce que vous auriez fait à la Renaissance? Casser non, il ne faut pas casser, mais il faut utiliser, je dirais, ce complexe à un but commercial. Il faut créer de l'activité, soit un grand restaurant sur plusieurs étages, un lieu de vie, ou ça peut être aussi un casino pour attirer du monde, mais on fait et des braquages. Mais non, mais puisque maintenant, comme je vous dis, il y aura une vraie police. Je veux dire, c'est quand on laisse la place qu'il y a des braquages, c'est quand il y a le vide. Alors, vous savez que, enfin, vous le savez aussi bien que moi, la Sécu est partie, la CAF est partie, la Poste est sur un pied. Ils sont à demi. On m'a même dit que McDo veut partir aussi. Qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce qui pourrait, de toute façon, ceux qui sont partis ne reviendront plus. On ne sait pas. C'est pas forcément. La CAF, peut-être qu'ils peuvent revenir autrement, pas avec des bâtiments aussi énormes, mais ça peut être des pôles, ça peut être... La Poste, on ne sait pas ce que va devenir le bâtiment de la Poste en ce moment. On ne sait pas. En tout cas, apparemment, il va être détruit, il va être cassé. Je ne sais pas ce qu'on va en faire, puisque apparemment l'espace foncier appartient à la Poste, pas à la ville. Donc je ne sais pas s'ils vont le vendre ou bien... Alors, ils ne savent pas. Bon, comme en ce moment, le PF préempte systématiquement pour Cap Excellence ou la ville, c'est pas un souci, ça c'est bien, mais c'est ce que nous voulons faire avec ces lieux-là. C'est où je trouve que ces organismes-là manquent, je dirais, d'imaginaire, d'ambition pour notre ville. C'est toujours des choses socioculturelles, des logements sociaux, non. Alors, justement, sur la partie culturelle, Pointe-à-Pitre paraît comme une ville à dimension culturelle. Vous êtes d'accord ou pas? A été une ville à dimension culturelle. Pointe-à-Pitre, non, j'ai pas de regret. J'ai été formé par Pointe-à-Pitre, par le Centre des Arts. Là, je peux pas. Il faut reconnaître, il faut donner à César ce qui appartient à César. Il y a une vingtaine d'années, Pointe-à-Pitre a une politique culturelle
culturel riche. C'est quand je suis parti étudier en métropole que je me suis rendu compte de ça. Oui. Donc maintenant, on a perdu. Mais quand on a une histoire, quand on a, je dirais, un terreau favorable, il n'y a pas de raison quand le Centre des Arts va repartir, nous avons des monuments. Vous savez que le cinéma va partir. Oui, certainement. Le Rex va quitter. Il va quitter ou bien fermer parce qu'apparemment ils font un Bémao. J'ai entendu, mais on fera autre chose parce que je pense qu'il ne faut pas douter de notre territoire puisque nous avons un grand potentiel. Il faut simplement être créatif et être déterminé. Alors, Claude Barfeu, je pose la question, vous êtes prêt à être maire? Parfaitement. Mais apparemment, vous le ressentez si vous posez la question. Ah non, je pose la question. Et si vous étiez maire demain, si par exemple, je ne sais pas, il ne peut pas avoir d'élection subite, mais enfin, disons qu'on prend l'hypothèse d'une petite élection, quelle serait la première mesure à prendre? La première mesure à prendre, il y en a eu trois. Comme je vous disais, c'est de gérer vraiment tout ce qui est sécurité, tout ce qui est propreté. Et ensuite, j'aurais lancé les assises du commerce pour relancer économiquement la ville. Ouais. Mais ça, c'est dans les deux mois. Et pour les jeunes pointois. Mais alors, moi, je suis un politique, mais je ne crois pas qu'il y ait une politique spécifique pour les jeunes. Quand on crée les choses, tout le monde en profite. Oui. Vous voyez, je veux dire. Il y a 56% de jeunes de moins de 25 ans qui sont au chômage. Mais c'est un prétexte de penser spécifiquement aux jeunes. Moi, je ne crois pas à ça. Je crois que vous allez perdre des électeurs. Non, mais moi, je dis que dans la politique que nous mettons en place, on pensera à tout le monde. Et automatiquement, les jeunes, les moins jeunes, les enfants, tout le monde. Les seniors, tout le monde. Tout le monde, parce qu'il y aura de plus en plus de seniors et de très jeunes. Oui. C'est cet écart-là. C'est justement, alors, moi, je suis pour le fait de créer une politique intergénérationnelle. Le combat est là pour moi. Comment nous occuper de nos vieux dans quelques années et comment faire une transmission de la connaissance. C'est ça qui me passionne. Alors, il y a un terme que vous employez souvent et que vous connaissez bien, c'est le grand Pointe-à-Pitre. Qu'est-ce que c'est pour vous, le grand Pointe-à-Pitre? Alors, le grand Pointe-à-Pitre, c'est d'abord par l'âme. C'est pas la taille du territoire. Oui, parce que Pointe-à-Pitre, c'est une petite ville. Hein. C'est pas grave, mais c'est notre force. Justement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être expérimentées sur une ville entre 15 000 et 20 000 habitants et qui, si on met en place une politique, ça ira beaucoup plus vite qu'une ville de 100 000, 200 000. C'est ça l'avantage. Tout le monde croit que c'est une faiblesse, mais je crois que c'est une force. Alors, nous n'allons pas rester à 15 000, je pense qu'on va revenir autour de 20 000 si une politique dynamique est mise en place, mais c'est suffisant pour créer une ville attractive, belle, et où les gens ont envie de passer. Et c'est nous qui allons choisir nos résidents dans le futur. C'est ça qui est intéressant. Nous allons pouvoir faire un maillage du territoire avec différentes populations. Vous êtes d'accord pour, on veut dire, une requalification de la ville, c'est-à-dire elle était une ville économique et aujourd'hui une ville résidentielle où il y aurait de plus en plus de gens, enfin, j'ai pas envie de dire une ville dortoir, mais enfin une ville où il y a de plus en plus de gens qui vivent. Non, mais alors vous le dites pas, mais c'est le cas maintenant. Oui. C'est le cas. Alors le fait de dominer à Pointe-à-Pitre, c'est bien. Moi, cela m'arrange. Il faut une population. Ce qu'il faut créer, c'est une activité pour les gens, pour les Pointois et pour ceux qui veulent venir et qui passent du temps. Vous voyez, souvent, on fait la comparaison de Pointe-à-Pitre, je dirais que c'est un centre commercial à ciel ouvert. L'idée, c'est de ne pas être concurrent d'Excellent ou de Millénis, mais c'est d'être complémentaire, c'est de monter en gamme. Puisque nous avons une histoire, c'est beaucoup plus passionnant, je dirais, c'est beaucoup plus beau, plus sympathique de manger une glace autour des quais un samedi à 18h que d'aller dans un centre commercial fermé. Vous comprenez la différence? Non, je vois la différence. Jacques Bon vous disait vendredi que chaque jour Pointe-à-Pitre, il y a 45 000 personnes qui passent à Pointe-à-Pitre. Mais il faut les occuper. Oui. Il faut les occuper, il faut qu'ils restent, il faut qu'ils consomment. Oui. Alors nous avons un travail aussi à faire sur l'offre, puisque l'offre commerciale a été vieillissante, puisqu'on n'a pas pu donner les moyens aux commerçants, je dirais, de se moderniser, puisqu'ils ont de moins en moins de clients. Donc on descend en bas de gamme, puisqu'on a beaucoup de bazar maintenant au centre-ville. Maintenant, il faut des boutiques de luxe. Donc, mais pour cela, il faut créer une politique fiscale, il faut avoir de l'ambition, il faut comprendre ce que les commerçants veulent pour les aider. Si culturellement, nous sommes en opposition aux commerçants, on ne peut pas les aider. C'est ça aussi le problème de Pointe-à-Pitre. Dernière question, il est 12h59 minutes et c'est juste vraiment la dernière question, très rapidement. Vous êtes prêt à vous allier à l'opposition pour pouvoir faire un front uni pour les prochaines élections? Tout à fait. Moi, je suis prêt à m'allier à toute personne intelligente et qui travaille, qui voudrait travailler pour Pointe-à-Pitre, un beau Pointe-à-Pitre de demain, un grand Pointe-à-Pitre, parfaitement. Merci Claude Barfeu. Ce sera votre dernier mot. Il est pratiquement 13h. Ça va être l'heure de la page pub, le moment de la publicité. Puis on se retrouve tout à l'heure avec Issa Mendy pour le développement du journal et recevoir notre prochain invité.
Voilà, bonjour encore, 13h06 dans le ZCL en ce 30 octobre. Et on va tout de suite faire un rappel des titres avant de recevoir nos deux invités. Monsieur Yves Chemla de l'Université de Paris 5, bien sûr, dans le cadre du colloque international après la colonisation, repenser les relations triangulaires. Et bien sûr, Marie-France Gouram qui viendra avec nous pour décliner ce programme. Mais avant, on fait un rappel des titres avec Keïsia. Et donc samedi au World Trade Center à Jarry-Bemao, le séminaire sur la problématique de l'eau a eu le mérite de mettre les choses à plat. Les réponses qui ont été apportées ne plairont pas à tout le monde, mais toutefois elles auront le mérite d'être franches. On continue avec la journée mondiale de l'AVC, c'était ce dimanche. Et pour l'occasion, la veille, le service neurologique du CHU de Pointe-à-Pitre avait un stand situé au sein du centre commercial de Destrélan. Et enfin, nous partirons pour le run départ arrêté moto qui s'est déroulé hier entre Petit-Bourg et Goyave. Un événement régulier qui, une nouvelle fois, a rassemblé une foule de personnes. Et voilà, on va commencer tout de suite avec cette problématique de l'eau, Keïsia. Oui, un séminaire sur la problématique de l'eau a eu le mérite de mettre les choses à plat. En effet, car les problèmes liés à la distribution de l'eau potable sont au cœur des préoccupations des Guadeloupéens. Durant les échanges, des usagers et représentants de différents organismes ont eu la possibilité d'exposer leurs interrogations et leurs doléances aux acteurs de l'eau. Ces derniers, quant à eux, ont fait le point à la fois sur les prérogatives et l'avancée des travaux sur le réseau. Les réponses qui ont été apportées ne plairont pas à tout le monde, mais elles auront le mérite d'être franches. Écoutons le président au comité des défenses des usagers de l'eau, reportage Charlie Dagonia. La première fois qu'en Guadeloupe, il y a un séminaire qui a commencé plus précisément au sein de la Guadeloupe pour les usagers puissent comprendre la problématique de l'eau en général. C'est une première et c'est une chose qui, depuis longtemps qu'on leur réclame et qu'on leur demande, à ce qu'on trouve les personnes, les protagonistes de l'eau, ceux qui sont responsables, ceux qui gèrent l'eau en Guadeloupe puissent être devant l'usager et à ce séminaire dire exactement et dans combien de temps que l'usager auront de l'eau au robinet parce qu'on a trop attendu. Le manque d'eau fait que la pression monte tous les jours et on ne cesse de le dire, s'il n'y a pas de robinet, eh bien, il n'y aura pas de facture à payer. La problématique de l'eau telle qu'elle a été présentée ce matin effectivement est complexe. Elle engendre un certain nombre de litiges entre les consommateurs et leurs opérateurs des services d'eau et d'assainissement. Et la médiation de l'eau que je représente et qui a en charge le traitement des litiges entre les opérateurs et les services au niveau national va mettre en place une antenne avec, sous l'égide de l'Office de l'eau de Guadeloupe et du Conseil départemental pour aider justement les abonnés, les consommateurs à trouver des solutions à ces litiges. Nous sommes pleinement intégrés dans tout ce qu'il y aura à faire aujourd'hui parce que c'est à notre demande que le médiateur est ici. Et c'est parce qu'on l'a réclamé de droit, parce qu'en France, dans toutes les villes de France et de Navarre, ça existe qu'un médiateur puisse trancher à travers deux personnes. Donc ici aujourd'hui, le médiateur sera entre l'usager et l'opérateur qui n'arrive pas à s'entendre, non seulement sur la facturation qui est exorbitante, où le consommateur n'a pas tort du tout parce qu'il n'a pas consommé tout ça d'eau, qu'on lui réclame une facture qu'il ne pourra jamais payer. Et trop souvent, l'opérateur nous envoie 4-5 factures à la fois, cela ne peut pas continuer. Donc il est nécessaire aujourd'hui, et plus que jamais, que le médiateur qui est ici puisse nous donner un plus pour que l'usager puisse s'en sortir et se tirer d'affaire malgré qu'on est en train d'ester en justice avec vents et marées contre tous, mais obligatoirement l'usager va trouver pour son compte avec le médiateur auquel l'Office de l'eau, le département a mis le paquet, bien entendu, pour arriver en Guadeloupe et pour nous proposer un certain nombre de choses. Et on continue avec une opération de mobilisation sur l'emploi, Keïsia.
Oui, le président de région de l'ERDC, Guadeloupe, Jean-Philippe Courtois, et son conseil d'administration ont invité les chefs d'entreprise ce vendredi à Capesterre-Belle-Eau. À l'occasion, plus d'une trentaine d'entreprises ont répondu présents à cette manifestation où ont été présentées les actions vers et dans l'emploi. Il était également question des différentes aides pouvant être mobilisées par les chefs d'entreprise afin de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes peu qualifiés. Écoutons Jean-Philippe Courtois au micro d'Olivier Moradel. L'école régionale de la 2e chance s'est donné pour objectif, donc sous la coupe de la région Guadeloupe, de faire en sorte que la formation soit au service de l'emploi. Et donc qui dit emploi dit que nous devons créer le lien entre notre centre de formation et le monde économique. Donc ce soir, on reçoit donc les chefs d'entreprise de Capesterre-Belle-Eau particulièrement, de manière à leur présenter l'école de la 2e chance, leur présenter les dispositifs qu'on peut leur proposer de manière à pouvoir accueillir au sein de leur structure des jeunes. Et surtout, on leur explique quel est le parcours du jeune, de manière à pouvoir les rassurer, puisqu'on sait que quand on parle d'école de la 2e chance, on a tendance quelquefois à penser que ce sont des jeunes qui sont en marge, qui sont éloignés de l'emploi, mais démontrer qu'il y a une ingénierie qui est mise en place de manière à accompagner le jeune dans le cadre de sa formation, dans le cadre de sa présentation et surtout dans ses capacités à défendre les intérêts d'une entreprise. Et ce soir, c'est ce que nous avons de manière à créer ce lien, cette passerelle avec les chefs d'entreprise qui sont présents. Donc début d'année 2017, l'école régionale de la seconde chance a pris contact avec la Fondation INFA, donc Institut national de formation et d'application, qui est situé sur la métropole, pour pouvoir réfléchir sur un projet de formation diplômante dans les métiers de l'artisanat, à savoir la tapisserie d'ameublement et la peinture décorative. De cette demande, on a travaillé sur un programme qui correspondrait au territoire de la Guadeloupe, aux attentes des professionnels sur le marché, et de construire un programme de formation qui soit en adéquation. Donc ce soir, nous avons la chance d'avoir l'INFA, qui est un institut de formation sur tapisserie d'ameublement. D'ici quelques semaines, nous allons accueillir donc le directeur de l'école 42, qui est le centre de formation en codage, donc là pour parler des métiers du numérique. Nous avons lancé sur le site du Moule donc une formation aussi pour les cordonniers. Donc c'est dire que nous sommes là aujourd'hui en train d'offrir aux jeunes Guadeloupéens donc un panel différent de métiers, afin de leur permettre donc soit de conforter leur choix, mais aussi de s'ouvrir quelquefois des perspectives auxquelles ils n'auraient pas pensé. Voilà, c'est donc demain que démarre la deuxième édition du colloque international. Ce sera à la maison coloniale de Vanche. C'est le lieu idéal pour ce type de manifestation, puisque la thématique retenue cette année, c'est après la colonisation, repenser les relations triangulaires. Pour cela, nous recevons aujourd'hui Yves Chemla de l'Université de Paris 5. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Et Marie-France Goram, qui est un petit peu chargée de la coordination de cette grosse manifestation. Alors, première question, Marie-France, comment ça va s'organiser concrètement ? Alors concrètement, nous aurons la cérémonie d'ouverture mardi 31 à 16h. Demain à 16h. Et puis 2 journées où nous allons pouvoir débattre, coupées en quatre sessions. Une première session, Penser l'esclavage, avec 4 intervenants, Sylvie Mesure, Edmond Yao, Myriam Kotias et Marc Maichlak. Et la deuxième session dans l'après-midi, qui sera Le Monde après, avec Pierre Buteau, Fred Reynaud, Jackie Dahomey. Puis le lendemain, jeudi, nous allons avoir la 3e session Liberté, Égalité, République après les abolitions, avec comme intervenants Marcel Dorigny, Yves Chemla, Marianne Sipol et Jean-Geoffrey Bidima. Et nous allons terminer dans l'après-midi la 4e session Dépasser la colonisation, avec comme intervenants Stéphanie Milot, Claudel Mézilaz, puis Josué Pierre Dahomey, Romy Alphonse Koua, qui nous vient de Côte d'Ivoire, et puis la conclusion avec M. Fritz Calixte. Bien, alors nous recevons, je l'ai dit, Yves Chemla, qui est universitaire, et vous allez intervenir sur la littérature francophone des Amériques, ce que dit ce commerce triangulaire. Alors, vous avez pris la littérature depuis le Père là-bas ou simplement la littérature romanesque? Quel type de littérature avez-vous choisi? Alors, c'est une question qui est très très compliquée. Elle a l'air comme ça tout à fait lisse, mais c'est effectivement la demande qui est
instruite par cette question, c'est une demande qui vise à instrumentaliser la littérature. La littérature, c'est pas simplement un objet qui porte témoignage. Oui. Et c'est bien à un moment où dans les institutions universitaires, l'enseignement de la littérature est quasiment moribond dans la plupart des grandes universités dans le monde entier, il est peut-être bien aussi de resituer. Donc, moi, je vais m'intéresser uniquement aux textes littéraires, c'est-à-dire à des textes qui... pas les textes historiques. Non, pas de textes historiques. Je ne suis pas historien, j'ai pas du tout cette prétention-là. Et de préférence, je vais travailler sur les littératures les plus récentes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis, par exemple, les publications d'écrivains comme Glissant? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'on a donné forme à quelque chose qui est atroce, qui est une épouvante et qui est complètement informe? Et comment, de ça, on en a fait un objet, même si c'est blessant, un objet esthétique, puisque le roman est de toute façon un objet esthétique. Tout à fait. Et comment ça se passe? Quelles sont les différences? Comment est-ce que ce récit-là, à partir de mémoires, à partir de témoignages, à partir de l'histoire, et on sait que l'histoire autour de cette question, elle n'est pas simple et qu'il y a des conflits importants. Comment l'écrivain, le romancier, le littérateur, de manière générale, va fabriquer de la fiction? Ce qui est quand même pas simple du tout. Alors, j'imagine que des romans comme ceux de Schwarzbart ne peuvent pas passer, entre guillemets, au crible de votre sagacité. Bien sûr, oui. Bien sûr. Les romans des Schwarzbart, les textes de Gisèle Pineau, par exemple, dans lesquels, effectivement, on a toujours quelque chose qui est pas nécessairement dans le cadre de la représentation directe de la traite, de la vie dans la plantation, de la survie, des révoltes, etc. Mais au détour d'une phrase, il y a quelque chose qui apparaît, qui est très très fort, très très intense. On l'a chez Daniel Maximin également. On l'a chez les écrivains haïtiens. Je pense à quelqu'un, pour aller très vite, comme Gary Victor, dont toute l'œuvre est totalement imprégnée de cette histoire, sauf qu'on ne rentre pas directement dans la plantation. Donc ça veut dire que vous n'examinerez pas ce qu'on appelait la littérature béquée, qui est un petit peu avant l'abolition et quelquefois après l'abolition de l'esclavage. Quand j'ai reçu Paul Baudot, je pense à Paul bien Baudot, sûr, par exemple. Quand j'ai reçu cette injonction, mais injonction amicale, à présenter en 20 minutes une sorte d'horizon de cette histoire, j'ai répondu à mon ami Fritz que c'était le sujet d'au moins 5 thèses. Et j'étais prêt à lui faire le plan de ces 5 thèses. Il est évident. Alors, en revanche, excusez-moi d'être un peu comme ça en escalier, en revanche, ce qui est très très intéressant, c'est que ce ne soit pas un objet universitaire. C'est-à-dire que la question de la représentation de cette histoire dans la littérature, à ma connaissance, en tant que telle, ce n'est pas un sujet qui a été réellement exploré. Je n'ai pas trouvé, il faudrait peut-être aller faire des recherches un petit peu plus longues que celles que j'ai menées, mais je n'ai pas trouvé de thèse consacrée à la littérature anglophone, oui, il y en a quand même. Alors dans la littérature anglophone, oui. Puis dans la littérature anglophone, il y a un texte majeur qui n'est pas, lui, dénué de questions, qui est bien évidemment le roman de Alex Haley, Roots, Racines, dont on doit quand même rappeler qu'il y a une histoire de plagiat qui est importante derrière, et que le roman qui est derrière, qui est très très intéressant, The African, est un roman qui a été écrit et publié par Harold Kurlander, qui est un grand spécialiste du folklore haïtien. Et votre travail, ce sera un travail d'analyse du discours ou simplement de la représentation de cette époque ou de l'esclavage, de l'habitation, etc. Non, c'est un travail d'analyse du discours, mais un travail d'analyse de la possibilité de ce discours. Oui. Je ne peux pas aller plus loin dans un temps aussi limité, mais en revanche, j'encourage vraiment de jeunes chercheurs, des étudiants à se lancer dans cette direction et à bien travailler non pas sur la question du témoignage, nous l'avons le témoignage, mais de travailler sur la littérarité. À la limite, comment dans la narration, tout d'un coup vient se glisser, vient apparaître ceci, ce que Chamoiseau appelle le dimanche au cachot.
Oui. Comment est-ce que ça ressort tout d'un coup alors qu'on ne s'y attendait pas? Alors vous êtes aussi, par ailleurs, vous l'avez dit, spécialiste de la littérature haïtienne. Oui. Littérature qui, on va dire, qui a pris un grand essor au point qu'un écrivain haïtien est devenu académicien en France. Oui. Quel est le regard du spécialiste sur cette littérature haïtienne qui est quand même différente de la littérature des Antilles, Guadeloupe, Martinique? Bien sûr qu'il y a des Sur le différences. style et sur le fond aussi. Bien sûr, il y a une histoire derrière. Bien sûr, il y a une histoire derrière et je ne vais pas justement me perdre dans cette histoire. Je vais essayer de rester sur la question de l'histoire de la littérature haïtienne, de son émergence dès 1804. C'est-à-dire qu'en fait, on a une littérature patrimoniale qui est extrêmement importante en Haïti. Alors, je pourrais vous parler pendant des heures des écrivains actuels que je connais bien, Oui. mais je pourrais aussi insister sur cette littérature du 19e qui a été extrêmement importante et qui est à peu près oubliée. Une question Oui, juste une question. Moi, j'aimerais savoir ce qui vous a charmé, en fait, dans la littérature haïtienne. Pourquoi vous penchez vers cette littérature? C'est une question qui touche à mon intimité directement, mais pas au sens où on pourrait le penser. J'imagine. J'ai vécu en Haïti, mais avant d'aller en Haïti, il se trouve que j'avais déjà lu Gouverneur de la Rosée, que j'avais déjà lu Compère Général Soleil, que j'avais cette espèce de connaissance minimale. J'ai lu Gouverneur de la Rosée quand j'avais 14 ans. D'accord. Et là, il y a eu quelque chose qui s'est produit, qui a été un déclenchement absolu. Et puis il se trouve, alors c'est pas directement avec Haïti, mais il se trouve que j'ai été le secrétaire particulier de Roland Barthes. Et quand j'ai proposé qu'il soit mon directeur de thèse, évidemment, c'était un peu et que je proposais de travailler sur Gide, il m'a dit non, ni Gide, ni Flaubert, ni Proust, il y en a beaucoup. C'est connu, quoi. Voilà, essayez de regarder du côté de ces littératures dont on ne parle pas. Je parle d'un temps qui est les années 80. Un peu. Et en fait, je me suis effectivement intéressé à ces écritures. J'ai beaucoup travaillé sur Amadou Kourouma, qui est ivoirien. Mais vous êtes arrêté à la littérature francophone, vous n'avez pas essayé encore la littérature créolophone? Alors, oui, mais là, c'est pour moi plus compliqué. J'imagine. Pas simplement sur une barrière linguistique. C'est pas ça. La barrière linguistique, on la passe. Mais sur des questions qui ont trait aux conditions dans lesquelles on remet en route, où on met en route une littérature. Et là, je suis bien au courant de savoir que toute parole peut être très très piégée, très très piégeante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je rentre dans l'étude de cette littérature, je deviens moi-même une partie prenante. Et ça, il n'en est pas question. Je conserve cette extériorité scientifique. Oui. Autrement, ça devient un peu problématique. Ce qui était le cas de beaucoup de mes amis. Oui. Alors, je vais vous poser juste la question de votre intervention. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette littérature francophone des Amériques? C'est la dernière question. Ce qu'elle dit, c'est que elle prend pas les choses d'un seul tenant. Elle prend des moments. Oui. Elle s'intéresse à des moments, à des passages, et elle le fait la plupart du temps à partir d'une perspective qui est évidemment celle de après l'abolition, après la traite. C'est-à-dire qu'on est sur pour Haïti, après l'abolition, non, après 1804. Après 1804, après l'indépendance. Oui. Et donc c'est cette perspective-là d'un rapport à l'histoire qui est un peu particulier. Si vous permettez, je voulais juste, parce qu'on ne l'a peut-être pas assez dit, effectivement, parmi les parties prenantes du colloque, il y a la ville de Bémao, mais il y a Haïti Monde, et je crois que c'est important de rendre hommage à ce travail absolument extraordinaire que fait Haïti Monde, que moi je connais depuis quelques années, et qui retrouve une sorte de vocation qu'avait Haïti en 1804. Qui est de travailler à cette diffusion d'un idéal démocratique, d'un idéal de citoyenneté, même si on sait que la situation réelle en Haïti n'est pas toujours très brillante de ce point de vue-là en Haïti. En tout cas, on rappelle donc ce colloque à partir de demain, 31
1er et 2 novembre à la Maison Coloniale. Demain, nous allons recevoir d'ailleurs Jean-Philippe Omotunde et nous aurons plaisir vendredi à recevoir ici M. Jackie Darmé pour faire un petit peu le bilan, la synthèse de ce colloque. Et puis, on dit à nos téléspectateurs qui nous regardent, et ceux de la Guadeloupe en tout cas, rendez-vous à partir de 16h demain. C'est bien ça, Marie? Voilà, à partir de 16h, la conférence inaugurale, c'est avec Jean-Philippe Omotunde. D'accord. On l'aura demain ici même en direct et puis on parlera avec lui de tout ça. Voilà, il est 13h27, c'est l'heure de la deuxième pause publicitaire avant de retrouver la suite du journal de notre chroniqueuse qui est déjà là. Je veux parler de notre ami Muriel Jean-Jacques, chronique coaching de la réussite. C'est tout à l'heure. Voilà, c'est parti donc pour la troisième et dernière partie du ZCL en direct de RHT et de C10 FM. On salue notre ami Jeff qui a porté bon, on lève le matin entre 9h et 12h30 et il fallait quand même on lui envoie l'ascenseur. Sinon, on se retrouve avec Issa et avec Mendy. Tout de suite, on rappelle les titres avant de donner la parole à notre ami Muriel pour sa chronique habituelle du coaching de la réussite. Ça y est, elle a retrouvé sa feuille. Samedi, au World Trade Center à Jarry-Bemao, le séminaire sur la problématique de l'eau a eu le mérite de mettre les choses à plat. Les réponses qui ont été portées ne plairont pas à tout le monde, mais toutefois, elles auront le mérite d'être franches. On continue avec la journée mondiale de l'AVC, c'était ce dimanche. Et pour l'occasion, la veille, le service neurologie du CHU de Pointe-à-Pitre avait un stand situé au sein du centre commercial de Destrélan. Et enfin, nous partirons pour le rond départ arrêté moto qui s'est déroulé hier entre Petit-Bourg et Goyave, un événement régulier qui, une fois de plus, a rassemblé une foule de personnes. Voilà, mais on va partir là pour quelque chose de beaucoup plus grave que le round moto qui a eu lieu, mais pour la journée mondiale de l'AVC, beaucoup de gens se posent la question, on aura l'occasion de le dire. Alors, cette journée mondiale, qui est ça? Oui, la journée mondiale des accidents vasculaires, c'était dimanche, c'était donc l'occasion de sensibiliser le grand public sur les risques et les mesures à prendre en cas de doute et de symptômes. Pour l'occasion, ce samedi, l'association France AVC Guadeloupe, le service de neurologie du CHU de Pointe-à-Pitre et le groupement d'intérêt public réseau et action de santé publique en Guadeloupe ont organisé une journée de sensibilisation sur l'AVC. C'était au centre commercial de Destrélan. Regardons quelques images de cette journée. Reportage Charlie Degonia. L'AVC en Guadeloupe a une fréquence très importante. On fait plus d'AVC en Guadeloupe qu'en France métropolitaine. Et donc on voulait passer les messages d'information pour que les patients aient la bonne conduite à tenir quand ils font un AVC. Les signes, c'est-à-dire si une personne se réveille ou subitement se retrouve avec un trouble du langage, n'arrive pas à trouver ses mots, la langue lourde, ça c'est un symptôme de l'AVC, donc il faut agir rapidement. Ou alors un côté l'hémicorps qui se trouve paralysé, ça peut être le bras ou la jambe, mais toujours du même côté. On parle d'hémiplégie ou d'hémiparésie de l'hémicorps, ça peut être à droite ou à gauche, ça c'est un autre signe de l'AVC. La personne qui a des troubles du langage également, une paralysie faciale, ce sont des signes de l'AVC, tout ça. Donc il est important, de reconnaître ces signes pour pouvoir faire le 15 et être pris en charge rapidement par le SAMU, avoir la chance de ne pas avoir une paralysie, une hémiplégie, et pour récupérer, ne pas garder de séquelles. Donc c'est vrai qu'il est primordial de pouvoir reconnaître ces signes. Quand on fait un AVC, il faut appeler le 15 immédiatement, ne pas donner d'aspirine et ne pas se mettre du vinaigre, ça ne sert à rien. Et pour prévenir l'AVC, il faut également avoir une bonne hygiène de vie, ne pas manger trop salé pour limiter l'augmentation de la tension artérielle et manger équilibré pour éviter aussi de devenir diabétique. Faire de l'activité physique aussi, éviter l'alcool et le tabac à excès. Voilà. L'AVC, savez-vous ce que c'est? Eh bien, l'accident vasculaire cérébral est une urgence médicale définie par une interruption brutale de l'irrigation sanguine du cerveau. La rapidité de sa prise en charge a un impact direct sur son issue qui peut être fatal. Apprendre à reconnaître les signes d'un AVC sont donc primordiaux.
Voilà, on continue, mais pas dans le secteur tout à fait médical, on va revenir au coaching. Et Muriel est là. Bien sûr. Bonjour. Bonjour, Danick. Tout de suite, générique. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de se réjouir dans la détresse. Alors, je sais que ça a l'air un petit peu bizarre ce que je dis. C'est très paradoxal. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une période où on va avoir la Toussaint. On va avoir aussi, on va se recueillir sur nos morts. On va nettoyer les cimetières. On va faire tout ça. Il y a aussi beaucoup de personnes qui, pendant cette période-là, perdent aussi des êtres chers ou qui passent des épreuves difficiles. Et donc c'était un petit message qui s'adressait à ces personnes-là en leur disant que quelque part, c'est sûr que parfois, sur certains moments, on a l'impression qu'on est pris dans la détresse et qu'on n'en verra pas le bout, mais qu'il y a un bout et une fin à ça. Et j'ai une petite citation que je voudrais partager avec vous qui dit « La détresse produit la patience produit la résistance à l'épreuve et la résistance l'espérance ». Alors, ceux qui sont au niveau qui connaissent la Bible verront que ça vient de là. Mais je trouvais que c'était un très beau passage parce que ça montrait effectivement que lorsqu'on est dans la détresse, ça ne veut pas dire qu'on va être toujours dedans et qu'on va tout le temps souffrir aussi éternellement. Et c'est très difficile effectivement lorsqu'on est en phase de deuil. Et voilà. Mais donc, Muriel, vous savez que les veillées en Guadeloupe sont justement le contraire de la détresse. C'est-à-dire que quelqu'un meurt. On a vu le cas de Mansousso. Pendant 3 jours, il y a eu des veillées où on peut dire il n'y avait pas de tristesse. Au contraire, les gens étaient très contents. Pas contents de sa mort, mais contents de se retrouver. Contents de se retrouver, contents de parler de la personne disparue, contents de partager aussi et l'occasion de se voir parce que parfois, avec le train-train habituel, on n'a pas le temps de se voir. Donc effectivement, c'est une habitude qu'on a en Guadeloupe et puis aux Antilles en général qui est très bonne justement pour passer à travers tout ce qui est deuil, mais il ne faut pas oublier que malgré ces tons de festivité, les familles restent affligées. Oui, quand même. Voilà, oui. Elles restent affligées et parfois c'est difficile de passer à travers cette épreuve-là. Au départ, on refuse d'accepter ce qui est, ensuite on est pris par tout ce qui est flot d'émotions et on ne sait pas comment s'en sortir avec ça. On se dit, mais pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que je devrais laisser les choses? Est-ce que je devrais tout abandonner? Comment se fait-il que ça, j'ai pas vu ça avant? On se culpabilise et c'est pas en restant dans la culpabilité qu'on pourra faire les choses. Les choses vont changer, elles vont pas pouvoir changer. Et donc aujourd'hui, en fait, je voudrais vous montrer que finalement, parfois ces moments où on a des épreuves, ce sont en fait des opportunités pour grandir, pour se dépasser, connaître nos limites, connaître ce qui est important pour nous, se recentrer parce que souvent, justement, durant ces périodes-là, les périodes difficiles, qu'est-ce qui se passe? On n'a plus d'énergie. On a juste de l'énergie pour soi, les choses importantes, et pour le reste, plus du tout. Donc, même au niveau de notre cercle familial ou d'amitié, ça se réduit et on voit vraiment les gens qui comptent pour nous. Et c'est vraiment un moment, finalement, de nettoyage, je dirais. De nettoyage. Ah oui, j'appelle ça un moment de nettoyage parce que pour toutes les personnes qui n'arrivaient jamais à dire non, eh ben là, elles vont apprendre à dire non. Elles vont apprendre à s'écouter. Elles vont apprendre à se recentrer sur elles. Elles vont apprendre à vraiment se mettre un petit peu en cocooning et prendre soin d'elles. Alors, moi, je les invite à le faire aujourd'hui. À prendre soin. Il y a une méthode. Il y a une méthode. Et d'ailleurs, aujourd'hui. C'est pour faire le deuil ou mais pour dépasser la détresse, c'est quoi? C'est un peu les deux. C'est dépasser la détresse parce que ça ne s'applique pas juste pour le deuil, mais ça s'applique aussi lorsqu'on a n'importe quelle épreuve qu'on doit passer dans la vie. Difficile. Alors parfois, en se recentrant sur soi, ça nous donne la force nécessaire pour passer à travers cette épreuve et que cette épreuve devienne une opportunité pour grandir. Alors aujourd'hui, je vais vous prendre Danick comme cobaye. Oh là là, ouais. J'ai peur. Non, il ne faut pas avoir peur. En fait, c'est un petit exercice qui va vous permettre de vous connaître mieux en général. Et donc, finalement, je vais vous poser la question et je pense que les téléspectateurs peuvent aussi travailler sur eux, peut-être noter les questions en ce moment. Et moi, je vais interagir un petit peu avec Danick et les lui poser.
Oui. Alors on va voir comment il va jouer avec moi sur ça. Je ne ferai pas un AVC. Non, pas d'AVC. Alors Dany, que faites-vous de bien? Alors, action, comportement, talent, qu'est-ce que vous faites de bien? Qu'est-ce que je fais de bien? Alors j'essaie de servir mon pays. Ok. Dans le domaine de l'information. Okay. C'est-à-dire que ce que je fais dans les médias, d'une manière générale, ça va dans le sens d'ouvrir l'œil, le cerveau, ou permettre aux Guadeloupéens de mieux comprendre la réalité qui les entoure. C'est un petit peu la mission que je me suis fixée comme chose de bien. Alors, quel talent tu dirais que tu as, justement? Je connais deux choses, journalisme et la communication. Donc, j'essaie de faire coïncider ces deux possibilités, ces deux, je ne sais pas appeler ça talent, capacité, disons, pour aller dans un but qui est de permettre aux Guadeloupéens de comprendre dans quel pays ils vivent. Vraiment. Ok, merci. Alors, je vous invite aussi, téléspectateurs, en même temps que je pose les questions à Danick, de les écrire et d'y répondre aussi comme lui. Alors, la deuxième question, ça va être... généralement, les gens de ton entourage, ils trouvent que tu fais, qu'est-ce qu'ils trouvent que tu fais de bien? Parce que là, tu m'as dit ce que toi, tu penses être bien. Alors ça, c'est un métier compliqué. D'accord. Parce que être journaliste, c'est pas toujours dire du bien des gens. Quand ça va pas, il faut le dire. Et ça, on a des retours. Quelquefois, les gens n'aiment pas être... Surtout en Guadeloupe, on n'a pas la culture de la critique. C'est-à-dire que le Guadeloupéen, d'une manière générale, il aime qu'on lui passe... on le caresse dans le sens du poil. Ah ben, je pense que c'est pas juste le Guadeloupéen. Non, mais je parle de mon pays. J'ai exercé autre part. C'est à peu près la même chose. Mais sauf qu'en Guadeloupe, on est dans la proximité. C'est-à-dire que le jour où je suis à la télévision, je dis du bien de quelqu'un. Quand il me vient dans la rue, il me dit « Oh, putain, là, t'es bon, etc. » Le jour où je dirais du mal de cette personne, enfin, quand je dis du mal, que je prendrai une position plus critique vis-à-vis de cette personne, quand cette personne me rencontrera dans la rue, il est évident que pas me dire bonjour chaleureux. Ah oui. Alors, mais enfin, on s'est habitué après 20 ans. Alors, est-ce que tu es d'accord avec ça, justement, lorsqu'on te dit pas un bonjour chaleureux Je suis habitué à ça. Être journaliste dans quel que soit le pays du monde, il y a même des journalistes qui payent de leur vie ça, je sais. Ce métier. Ce n'est pas s'attendre tout le temps à être acclamé ou le bravo, etc. Non, il faut savoir que, comme on dit, il faut y avoir. Alors, tu donnes des coups, quelquefois tu en reçois. Alors, bien évidemment, tu es dans une situation où quand tu parles ou quand tu écris, tu touches 20, 30 000, 40 000 personnes d'un seul coup. Alors, c'est une position qui est un petit peu facile, on peut dire, mais c'est évident qu'on a des retours. Quand par exemple, ça m'est arrivé de critiquer un politique, non seulement le politique le prend mal, mais ses électeurs aussi disent « Ah ouais, quand il MC, peut-être qu'à critiquer un tel, etc. etc. » Mais ça, on est habitué. Donc, aujourd'hui, on a une carapace. Alors, heureusement que tu ne te présentes pas après aux élections, parce que... Ah non, jamais, je ne ferai jamais ça, Non, je préfère être dans ma posture de journaliste qui voit un petit peu le pays, qui donne son opinion et qui peut se tromper, parce qu'on n'est pas expert en tout. Oui, la science infuse. On n'a pas de science infuse, on peut très bien donner une opinion, dire que tel politicien il est nul, alors que, premièrement, les gens votent pour lui, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme moi, et deuxièmement, on peut très bien dire qu'il est nul, et puis voir au fil des mois ou au fil des années qu'il fait avancer son pays ou sa commune ou sa circonscription. Donc c'est une position, mais c'est une question de courage aussi. Avoir le courage de dire ce qui ne va pas. Et le dire clairement et hautement de manière à ce que les gens comprennent. Et il y a des gens qui sont d'accord, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Et moi, je pense qu'en tant que journaliste, quand les gens ne m'aiment pas, ça ne me dérange pas trop, parce que ça veut dire que justement, je fais passer un message qui peut leur permettre de réfléchir un peu. Parce qu'à partir du moment qu'il y a une contradiction, les gens commencent à réfléchir. Donc ça serait peut-être leur offrir un autre angle de vue qui ne serait pas forcément... On peut ne pas être d'accord. Moi, je pense que tout le monde ne peut pas avoir la science infuse et tout le monde ne peut pas penser pareil, sinon la société serait uniforme. Bien évidemment, j'accepte le retour. Ok, merci. Donc en fait, la troisième étape consisterait, et donc Danick pourra la faire à la maison, c'est-à-dire qu'il faudra demander à 5 de nos proches ce qu'ils pensent de nous.
et de ce qu'on fait. Oui. Alors là, il faudrait que tu fasses l'exercice, donc en demandant à tes proches. Je ferai. Voilà. De toute façon, c'est ce genre de choses d'exercice. Alors, c'est une question sur la personne ou mais sur l'exercice? Alors, en fait, c'est une question sur soi. Oui. C'est-à-dire que ça permet de nous connaître mieux et ça permet aussi de savoir finalement notre entourage proche, qu'est-ce qu'il pense de nous et qu'est-ce qu'il voit aussi qui est bien chez nous. Oui. Parce que parfois, pour certaines personnes, ils vont se dire « Oh, mais il n'y a rien, je ne fais rien de bon, je ne vois pas. » Surtout quand on est dans la détresse, on a l'impression de voir tout en noir. Alors cet exercice, il va nous permettre non seulement d'aller regarder les bonnes choses que l'on fait ou nos forces, mais il va aussi nous permettre d'aller voir dans notre entourage des choses peut-être dont on n'a pas l'impression qu'on les fait bien, mais que notre entourage apprécie. Alors c'est quelque chose pour nous pousser à voir le positif en nous et donc du coup, quelque part nous attirer vers la lumière d'une certaine manière lorsqu'on est dans l'épreuve. Alors, question Muriel, quel est le rôle du coach dans ce genre de situation? Alors, bien évidemment, le coach accompagne, pose des questions comme je viens de le faire avec Danick, en essayant vraiment de le pousser à voir ce qui est intéressant dans ce qu'il fait, dans ce qu'il apporte à la communauté et dans ce qu'il vous apporte finalement, mais aussi de voir aussi ses forces et peut-être des choses lorsqu'il va demander à ses proches, quel talent j'ai, où tu trouves que je suis bien dans la vie, quelles sont mes qualités, peut-être découvrir aussi des choses sur soi dont on n'a vraiment pas conscience. Donc c'est aussi quelque chose qui donne du baume au cœur et qui permet finalement de passer mieux les épreuves. Et moi en tant que coach, comme d'autres coachs de toute façon, on est là pour vous guider. Le but c'est pas de vous trouver les solutions et de le faire à votre place, mais vous emmener à voir certaines choses dont vos forces, dont vos qualités, qui vont vous permettre finalement de trouver les ressources nécessaires en vous pour pouvoir passer au plus vite les épreuves, bien sûr, et aussi se sentir bien dans sa peau. Absolument. Voilà. En tout cas, alors avant de terminer, j'aimerais aussi que, donc ça sera le dernier petit conseil que j'ajouterai à tout ça, c'est faites une liste des 10 choses que vous aimez le plus à propos de vous. Si vous pouvez trouver 20 choses, alors allez chercher ces 20 choses-là. Et puis également, allez chercher les choses que vous aimiez faire, vous aviez un talent particulier lorsque vous étiez enfant. Parfois, ça vous permet de vous reconnecter sur des choses qui sont vraiment propres à vous et vraiment vos forces naturelles. Et puis en dernier lieu, à quoi ressemblerait une journée idéale pour vous? Ça vous permet de vous projeter vers l'avenir et ne pas vous contenter de voir ce qui va mal à ce niveau-là lorsque vous passez une épreuve, mais de vous projeter sur quelque chose de beaucoup plus positif. Alors voilà, aujourd'hui, c'était un peu la chronique. J'ai beaucoup d'envie de vous poser les mêmes questions, Muriel, mais je me retiens cette fois-ci, puisqu'il est 13h47 et c'est Bondi qui va continuer avec la réhabilitation de la décharge. Oui, effectivement, le littoral donc, de la commune de Lens-Bertrand, vous le savez, est réputé pour sa beauté et sa qualité de ses sentiers de randonnée. Toutefois, ses atouts majeurs sont entachés par la présence récurrente de décharges sauvages. Ceci est donc devenu une priorité pour l'agenda de la municipalité. Donc, M. Édouard Delta a donc décidé de prendre en main la propreté de son littoral en réhabilitant la décharge donc, de la Grande Vigie, enclenchant ainsi une large opération de nettoyage de la zone. On fait le constat d'action signé Vianney Valverde. Nous sommes sur le site de l'ancienne décharge municipale de la commune d'Anse-Bertrand. Et donc, autrefois, c'était à cet endroit que la collecte des ordures ménagères de la commune était entreposée. Mais aujourd'hui, les communes ont l'obligation de déposer leur collecte sur le site de la Gabarre et de réhabiliter les anciennes décharges. Donc, c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans cette manifestation, c'est poser la première pierre des travaux de réhabilitation de la décharge municipale. C'est un geste fort et symbolique puisque vous savez que notre commune Anse-Bertrand, tout le monde le sait, qu'il y a des sites naturels d'exception et nous voulons faire du développement économique basé sur le développement touristique. Donc, il est important que notre commune soit propre et belle. Et la réhabilitation de cette décharge, c'est une première étape, car après, il y aura d'autres étapes qui se feront pour éliminer sur notre territoire toutes les décharges sauvages. Et je tiens à féliciter toutes les personnes présentes, et notamment le Parc national de Guadeloupe, avec lequel nous avons signé une convention après avoir adhéré à la charte du territoire.
Et la fiche action numéro 1 de cette charte et de cette convention, c'est la réhabilitation des sites naturels. La commune d'Anse-Bertrand a signé la charte du territoire du parc national et aussi a signé une convention de mise en œuvre de la charte. Et dans cette convention, il y a des fiches actions. Et l'une des fiches actions est liée à l'accompagnement du parc national auprès de la commune pour la revalorisation des sites naturels. Nous aurons aussi dans la fiche d'action numéro 6 à mettre en synergie la police municipale et la police du parc national de façon à ce que tout le territoire soit protégé et prévenu. Et aussi, je préviens les contrevenants qui vont continuer à salir notre territoire, qui pourront avoir des amendes parce que notre police municipale et la police du parc sera là pour veiller à la propreté des sites et du territoire en général. Et on referme ce journal avec cette manifestation sportive qui s'est donc déroulée hier après-midi. Le championnat de Guadeloupe, le Run 400 mètres départ arrêté de moto. Il s'est déroulé entre Petit-Bourg et Goyave, soit du giratoire de Montebello au carrefour de la Rose, sur la nationale 1 en direction de Basse-Terre, dans les deux sens. Cet événement régulier, vous le savez, engendre toujours une nouvelle fois la fermeture de la circulation entre le carrefour de la Rose et le giratoire de Montebello. C'était donc ce dimanche de 6h30 à 17h30. Alors peut-être un circuit spécialisé serait à envisager. On fait le point avec ce reportage signé Olivier Moradel. Le défi, on va dire, c'est de faire les 400 mètres en moins de temps possible. Les meilleurs sont dans les 8, catégorie pour stock. Les catégories vont des scooters et street bike. Les scooters, bon, c'est des scooters modifiés. Mais les Pro Stock, ce sont des machines complètement modifiées qui peuvent avoir des turbos, un os, bras allongés. En fait, ils n'ont pas de limite. Les Pro Stock n'ont pas de limite. Et ce sont bien évidemment les meilleurs temps de la journée. Tout d'abord, il faut avoir une licence à la FFM. Certains pilotes peuvent avoir une licence à la journée, mais d'autres préfèrent avoir pour l'année, vu qu'on organise plusieurs manches durant l'année. Et avoir tous les équipements, une combinaison en cuir, des bottes, gants, casques, une dorsale et avoir l'avis favorable de son médecin. Oui, je suis pilote moto et que aujourd'hui ça va, on va nous représenter la BMW. Jusqu'à présent ça va, on ne se plaint pas, la mécanique assure et on est là pour voir. Ma catégorie, c'est la catégorie 50-125, c'est des scooters et motos méga boîtes, des petites cylindrées qu'on transforme avec des kits adaptés. Et là, comme vous voyez, c'est un cas d'usine avec un moteur de nitro, MBK. Et puis on met de la sauce pour qu'on puisse s'amuser là. Il est 13h52 et vous êtes en direct du ZCL. Tout de suite, un petit rappel des titres. C'était samedi dernier au World Trade Center à Jarry-Bémao. Nous avons vu le séminaire sur la problématique de l'eau qui a eu le mérite de mettre les choses à plat. Les réponses ont été apportées, ne plairont pas à tout le monde, mais toutefois, elles auront le mérite d'être franches. Et nous avons vu la journée mondiale de l'AVC, c'était ce dimanche, et pour l'occasion, la veille, le service neurologique du CHU de Pointe-à-Pitre avait un stand situé au sein du centre commercial de Destrélan. Et enfin, nous étions partis pour le Run départ arrêté moto qui s'est déroulé hier entre Petit-Bourg et Goyave, un événement régulier qui, une nouvelle fois, de plus, avait rassemblé une foule de personnes. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous vous saluons, vous téléspectateurs et auditeurs du ZCL en direct de C10FM et Radio 103 RHT, Guadeloupe 89.8. Merci Muriel, merci Mandy, merci Dani. À demain. Oui, à demain.